L'EAC a pris acte du refus de la République démocratique du Congo de renouveler sa force, le mandat de sa force. Un plan de désengagement de la MONUSCO est signé entre le gouvernement congolais et la mission onusienne en République démocratique du Congo. Que faut-il comprendre de ces prises de position du gouvernement? Voici le premier dossier. Le 16 novembre 2023 marque un tournant décisif dans le processus de retrait de la MONUSCO. À la suite de la déclaration du président du Conseil de sécurité, le plan de désengagement élaboré par des équipes techniques du gouvernement congolais et la MONUSCO est signé à Kinshasa. Christophe Lutundula et Bintou Keïta ont apposé la signature sur la note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO de la RDC, contenant un plan et un chronogramme de désengagement complet de la mission onusienne au pays de Tshisekedi. C'est donc parti pour un processus dont le délai n'est pas formellement présenté, sinon le principe qui est acquis. Il faut que ça soit un retrait modèle, un retrait qui va nous donner un peu encore davantage de respectabilité internationale et qui va continuer dans la voie de l'amélioration de l'image de notre pays. Ce document contient le volet plan de désengagement des forces, le volet transfert de responsabilité ou de charge de la MONUSCO au gouvernement congolais. Ça contient aussi, c'est très important, un mécanisme d'évaluation trimestrielle pour nous permettre de minimiser toutes les ruptures brutales qui peuvent créer de vides, comme on dit souvent, de vides sécuritaires. L'ONU ayant toujours affirmé que le départ de la MONUSCO répondra à quelques préalables. Une chose est sûre, la MONUSCO s'en ira, mais seul le temps nous dira à peu près le moment. Surtout que l'insécurité prend des proportions un peu plus inquiétantes. L'esprit qui a prévalu et le travail qui a été fait, chacun qui a travaillé dans un esprit de faire le mieux pour servir la République démocratique du Congo. La partie de la responsabilité qui émane de chacun pour qu'on ait une mise en œuvre qui, comme vous l'avez dit, ne va pas simplement être une ligne droite. Nous devons tous, ensemble, collectivement, trouver les solutions aux problèmes qui vont émerger au moment où ils émergent. Le peuple qui attend la fin réelle de la guerre est plutôt face aux promesses de campagne électorale. L'insécurité est au cœur des débats. La population congolaise elle-même, de toutes parts, de tous côtés, du nord, sud, est, ouest, a vraiment jugé utile que la MONUSCO puisse partir. Il n'appartient pas à la société civile d'étouffer la voix de la population, mais plutôt accompagner cette population vers la réalisation de cette demande. Des promesses qui donnent lieu aux spéculations, et c'est le statu quo. Les conflits s'intensifient dans l'Est, les tensions provoquent des déplacements internes, une routine qui dure des décennies. Savoir que nous sommes toujours en train de fuir nous fait très mal. Nous avons fui Kibumba, nous nous dirigeons vers Goma. On nous a dit que le M23 était à quelques mètres. Peut-être que la désescalade serait le fruit de la coopération. Sur papier, le gouvernement américain se félicite et entend surveiller les mesures spécifiques pour réduire les tensions actuelles, mesures auxquelles se sont engagés les présidents Kagame et Tshisekedi en répondant aux préoccupations respectives des deux pays en matière de sécurité. Une conséquence des entretiens séparés entre les deux chefs d'État et la directrice du renseignement américain. Entre-temps, l'état-major instruit les forces armées de la République démocratique du Congo de nouer ou d'entretenir tout contact avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, sous peine de sanctions. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi. Cette instruction sonne-t-elle la fin des soupçons selon lesquels les forces loyalistes collaboreraient avec les FDLR? Ces FDLR sont installés en RDC, principalement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu,
où les richesses minières ne sont plus à démontrer. Allusion faite au gisement de cassitérite, de coltan et d'or. Le cobalt et la cassitérite étant particulièrement recherchés dans le secteur de l'électronique, car nécessaires à la fabrication des téléphones portables, d'ordinateurs et circuits imprimés. L'exploitation de ces ressources naturelles est dénoncée davantage par la société civile comme vecteur de violence. D'où l'impératif d'assurer la sécurisation de ce coin du pays pour permettre une vie assurée aux habitants, dont la peur au ventre demeure le quotidien imposé. L'insécurité au pays est alimentée par un engrenage complexe alliant géopolitique, rivalité ethnique et nationale et bataille pour le contrôle des ressources naturelles. Les coups de feu retentissent, les populations sont dans la débandade et les ressources prennent des directions contraires. Les opportunistes s'enrichissent contre la misère des populations détentrices des terres. Chez les politiciens, c'est la course au pouvoir. Chacun tirant le rideau de son côté, ils se tirent à balles réelles pour détruire leurs ambitions. Pourtant, le peuple meurt soit de balles, soit de misère. Les rebelles du M23 tirent des bombes et ces bombes tombent sur les gens. Ils tirent dans toutes les directions. Vivre ou mourir ne tient qu'à un fil et l'insécurité est bien multiforme chez les Congolais. Finalement, le départ de la MONUSCO n'est pas précipité mais responsable. Quelqu'un a tort, l'autre a raison? Il n'y a pas question de tort ou de raison, madame. Il s'agit de la responsabilité d'un pays. Souvenez-vous qu'en 1999, lorsque M. Laurent-Désiré Kabila a sollicité l'arrivée des forces onusiennes, le pays était en étau, il n'y avait pas d'armée. Il était donc question de sauver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo dans sa forme actuelle. Et bien, 23 ans après, il y a énormément de questionnements sur l'efficacité de la poursuite de la présence de la MONUSCO sur le terrain, surtout qu'il y a très peu de temps, le secrétaire général des Nations Unies a eu à dire que le M23, force négative principale qui aujourd'hui déstabilise l'Est de notre pays, a dit que cette force était supérieurement équipée par rapport à la mission onusienne. Ce qui, à nos yeux, ressort comme une irresponsabilité et un aveu d'échec. Et d'autre part, lorsque nous questionnons nos populations de manière majoritaire, surtout celles qui se trouvent dans les parties en conflit, il est clairement établi aujourd'hui qu'il y a d'une part une accointance qui est malheureusement portée sur certains éléments de ces forces. Il y a des preuves de malversation sur les mines pour certaines troupes onusiennes. Et au-delà de cela aussi, il y a une léthargie à l'applicabilité de l'article 7. Par rapport à tout cela et dans le besoin de nous responsabiliser comme pays, par rapport à tout ce que nous nous sommes donnés comme moyens, notamment la loi sur la programmation militaire qui, au milliard près, permet à ce que notre armée puisse s'équiper et former des nouvelles unités. Il est clairement établi que nous devons finalement prendre notre destin en main et décider que nous puissions aujourd'hui équiper nos forces armées et aller seuls pour répondre à ces attaques qui deviennent finalement quasi systématiques chaque année. Ça sera quand même un travail dans le temps, dans la durée, étant donné que le désengagement justement de la MONUSCO est aussi tributaire de la montée en puissance de nos forces armées. Ça peut peut-être expliquer ce plan échelonné. Bien entendu, parce qu'écoutez, la MONUSCO, c'est aussi, au-delà du fait que c'est une force militaire, c'est aussi un grand employeur. Il y a énormément de Congolais qui travaillent dans ces structures. Il ne faudrait pas que du jour au lendemain, ces citoyens se retrouvent sans emploi. Il faut donc que l'État réfléchisse à des possibilités de casement. Il y a des secteurs aujourd'hui, au niveau de certains aéroports, au niveau de certains sites, qui sont contrôlés par la MONUSCO, selon ce qui a été établi par les décisions du Conseil de sécurité, qu'il faille nécessairement faire des transferts de technologie, d'expertise et d'information avec les forces de la République démocratique du Congo, notre gouvernement. C'est tout à fait normal qu'il y ait ce plan de désengagement et nous ne sommes qu'heureux que cela ait été signé parce que ça permet maintenant de savoir que finalement, il y a une décision finale, c'est le départ de la MONUSCO et la responsabilité de notre gouvernement.
La RDC refuse de renouveler le mandat de la force de l'EAC, signe le statut de la force de la SADC. Pourquoi l'une et pas l'autre alors que toutes sont des organisations régionales? La question, c'est de savoir quel a été le résultat de la présence de la force de l'EAC dans la partie est de notre pays, où nous attendions de cette force une certaine réactivité face principalement au M23 qui est aujourd'hui, il est prouvé par tout le monde, l'appendice du Rwanda, des RDF. Donc par rapport à cela, après évaluation, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Raison pour laquelle le gouvernement a décidé de pouvoir se débarrasser de cet engagement et de travailler avec les amis qui, par exemple en 2012, nous ont fortement aidés. Et il n'est pas aujourd'hui interdit à ce que les FARDC qui sont en train de remonter en puissance puissent être accompagnés de cette force de la SADC. Nous avons signé avec la SADC et le vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères, dit que cette force vient appuyer les FARDC pour éradiquer les M23 et pourquoi pas d'autres groupes armés. On peut comprendre que ce n'est pas assez précis. S'agit-il des M23 et des autres groupes armés ou des M23 et pourquoi pas d'autres groupes armés? Le but, en réalité et en général, c'est la sécurisation de la partie est de notre pays, y compris aujourd'hui qu'il faille se battre contre principalement le M23, parce que nous savons aujourd'hui que c'est un instrument de violation de l'espace congolais par le Rwanda au travers de ses militaires qui se déguisent en M23, nous le savons. Donc aujourd'hui, il est question d'abord d'anéantir cette force négative qui est la principale. Avec les autres, il y a plusieurs processus que le chef de l'État a mis en place, notamment de Nairobi, où il y a eu certaines forces qui ont accepté de déposer les armes et qui se sont rangées. Il y a d'autres encore qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent de prendre le chemin de désengagement et de réinsertion. Mais de tous ces troupes, le plus véhément et le plus réfractaire reste le M23. Donc, principalement, c'est d'éradiquer le M23 qui est l'appendice du Rwanda et aussi de pacifier la partie est de notre pays. Qu'est-ce qui nous rassure que cette fois-ci, les partis en présence qui ont signé ce protocole auront la même lecture des textes? Parce que ça, c'est déjà aussi arrivé. Je pense que 2012 nous renseigne beaucoup en ce qui concerne la brigade d'intervention de la MONUSCO qui avait un appui considérable des forces de la SADC. Donc déjà, il y a une histoire. Et deuxièmement, il faut aussi comprendre que les forces de l'EAC étaient dans leur première mission d'offensive dans un pays de la sous-région, alors que la SADC a eu à mener plusieurs opérations, notamment en République démocratique du Congo, au Mozambique et même dans d'autres pays aussi. Donc, il est tout à fait normal que nous puissions avoir l'espoir qu'avec cette force, ensemble avec les FARDC, il y aura du bon. Les FARDC sont interdits de nouer des contacts ou de s'entretenir avec les FDLR. Est-ce une façon pour notre armée de passer aux aveux par rapport à ces éléments malsains? D'abord, cette histoire de FDLR, madame, n'a toujours été qu'un instrument que le pouvoir de Kigali utilise pour salir notre armée et pour discréditer notre pays. Vous savez très bien que lorsque le génocide se passe en 1994 et que ces forces pro-Abiyarimana qui venaient de mourir ont traversé vers la RDC, il s'est passé plus de 30 années. Aujourd'hui que ces personnes qui étaient à l'époque âgés de 60 ans, 50, 40 ans, peuvent avoir quel âge aujourd'hui pour déstabiliser le Rwanda? Citez-moi un seul jour où ces forces ont mené des opérations d'attaque sur le territoire rwandais. Il n'y en a pas. Donc il y a comme ça des individus qui, pour des raisons de banditisme simplement, se font appeler FDLR, mais de manière précise, systématique, localisable, on ne parle plus d'FDLR après autant d'années. Maintenant, lorsque le commandement militaire donne cet ordre, c'est pour justement confirmer ce que notre armée a toujours dit. Notre armée n'a pas du tout besoin de s'allier avec qui que ce soit pour répondre à toute provocation. On n'en a pas besoin, ni des FDLR, ni des autres. Tout ce que nous souhaitons, nous, c'est de rester en paix chez nous. Est-ce que le fait qu'il y ait des individus qui se proclament FDLR donne à M. Kagame la permission de pouvoir armer des individus pour déstabiliser notre pays? Cela n'est pas normal. Alors, à l'approche des élections, on assiste toujours à un regain d'insécurité. C'est ce qui se passe aussi maintenant.
il y a déjà des coins où les gens ne vont pas voter. Mais pour parler de l'insécurité, il n'y en a pas que dans l'Est. L'insécurité se juvénilise aussi dans la cité, en pleine ville. Pour ça, on ne va pas attendre d'autres forces, des forces régionales. Que faisons-nous pendant qu'on prépare la montée en puissance? Effectivement, dans la partie est de notre pays, et même dans le nord-est, il y a énormément de problèmes de sécurité qui sont aujourd'hui inhérents au fait qu'entre 96, 97, 98, il y a eu des forces négatives qui sont venues en grand nombre dans notre pays et qui ont déstabilisé cette partie. Et il faut du temps pour que finalement on stabilise. Et l'armée s'y emploie, le gouvernement s'y emploie. Maintenant, en ce qui concerne cette insécurité généralisée dont vous parlez, il y a quand même une maîtrise progressive qui est en train de se faire. D'une part, avec une autonomisation de la police pour les cités urbaines, avec des traques sur ces grands banditismes de rue que nous appelons Kuluna, et aussi les arrestations qui finalement les conduisent vers Kanyamaka, c'est où ils sont rééduqués. Il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de ces jeunes qui sont en train d'être réversés dans la société avec des nouvelles connaissances pour servir la société en termes de métier, en termes de réalisation. Donc c'est déjà quelque chose qui est fait. Est-ce qu'on peut le faire et le finir très vite? Madame, c'est très difficile de dire qu'on peut le faire en 5 ans. On va quand même pourquoi? Au vote, bien sûr, bien sûr, parce qu'il y a un bilan sur ça. Lorsque vous voyez la tranche d'âge de la plupart de ces jeunes qu'on appelle Kuluna, c'est entre 16, 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ça signifie qu'ils ont commencé, ils sont nés généralement entre 2001 et 2002, 2003. Ils n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de gratuité. Ils ont comme ça développé le besoin de pouvoir vivre sur le dos des autres par les raquettes et les vols à main armée, armes blanches pour la plupart. Donc aujourd'hui, éradiquer un phénomène qui a eu à entrer dans le subconscient de certains compatriotes pendant 19 ans ou 20 ans, ce n'est pas chose aisée. On aurait condamné le gouvernement si rien n'était fait. Mais depuis, vous avez assisté, et même Biwana couvert, des envoyés de ces jeunes vers des structures qui permettent à ce qu'ils puissent être réinsérés, être rééduqués et être utiles à la société. Mais la dissuasion de l'époque s'est envolée en fumée après. Quelle dissuasion, madame? La dissuasion qui donnait cours à des violences, à des violations de droits de l'homme? Non, le chef de l'État n'a pas opté pour ce genre de pratique qui ne pourrait que reculer notre pays. Parce que même en étant bandit, un bandit a des droits, et surtout droit à la vie. Mais par contre, la société, le gouvernement a la responsabilité de rééduquer. Et c'est ce que le gouvernement a eu à faire depuis maintenant 5 ans. Nous allons passer au deuxième dossier.